Alors, donc bienvenue donc sur le salon de l'entreprise. Donc aujourd'hui, pendant cette petite heure, l'objectif c'est de vous présenter le parcours de la création d'entreprise avec les différentes étapes finalement que vous allez avoir à réaliser pour pouvoir créer, pour pouvoir vous projeter dans votre création d'entreprise le plus, on va dire, sereinement possible. Alors, donc moi, je suis Isabelle Larouturou et donc je travaille au service Entreprendre, à l'espace Entreprendre de la CCI du Beaujolais. Voilà. Donc le parcours de la création d'entreprise, donc vous aurez les différentes étapes avec, donc d'abord avoir une idée. Bon, ça, a priori, vous devriez l'avoir. Ensuite, vous allez avoir connaître son marché, financer son projet, en vivre, puisque finalement, la création d'entreprise, ça va être un projet qui vous permet, vous, de pouvoir vivre de l'activité, si c'est votre activité principale. Ensuite, ça va être choisir le cadre juridique, fiscal et social, les aides, s'informer, les formalités, et puis ensuite, la pérennité de votre structure. D'accord ? Donc pour ça, dans les différentes étapes de la chambre de commerce, vous allez avoir, vous voyez, vous avez d'abord un accompagnement méthodologique. Donc pour ça, vous avez cette fameuse première intervention, cette première séance d'information qui s'appelle donc les 10 clés pour entreprendre. Donc là, ça va être 1 heure sur la démarche globale de la création d'entreprise. Okay ? Ensuite, vous pouvez avoir donc des formations ou du conseil. Donc ça va être du conseil individuel ou ça peut être des formations qui vous permettent de continuer à valider votre projet de création d'entreprise. Okay ? Ensuite, vous allez avoir donc tout ce qui va être les réseaux, donc pour pouvoir vous continuer à vous informer, continuer à développer les projets de création finalement. Et ensuite, il y a les formalités. Donc là, les formalités, c'est les formalités administratives. C'est finalement l'immatriculation et la création officielle qui va permettre de concrétiser tout le travail que vous aurez fait en amont. D'accord ? Et ensuite, donc après ces formalités, dans ce cas-là, vous avez créé votre entreprise, vous êtes devenu chef d'entreprise. Et donc, c'est de pouvoir pérenniser l'activité. Donc pour ça, vous avez du suivi qui est possible, sous différentes formes et avec différentes solutions, différents accompagnateurs. D'accord ? Voilà. Donc la première chose, par rapport à la construction de votre projet, voilà. Donc construire un projet, ça va être finalement de présenter, d'anticiper, de prévoir l'ensemble des compétences que vous aurez à assumer en tant que chef d'entreprise. Voilà. Donc vous avez au démarrage, ça va être toute la partie adéquation homme-projet. Donc ce qu'on met derrière adéquation homme-projet, ça va être de pouvoir être en mesure finalement de bien valider que vous avez les compétences, qu'il n'y a pas de frein finalement à la création d'entreprise, que vous allez pouvoir créer votre entreprise de manière optimale finalement. Ensuite, vous allez avoir le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, ça va être tout ce qui va être lié aux obligations liées à votre activité. Donc ça peut être des professions réglementées, si vous avez des formations obligatoires. Alors ça peut être des formations en termes de compétences, vous pouvez avoir un diplôme obligatoire, vous pouvez avoir des habilitations, il peut y avoir des formations obligatoires. Et puis, vous allez aussi avoir dans ce cadre réglementaire, parfois, donc si vous dépendez de la Chambre des métiers, ça peut être le stage de préparation à l'installation qui est obligatoire pour pouvoir vous immatriculer. Voilà. Ensuite, vous avez la partie donc études commerciales. Donc là, l'étude commerciale, ça va être de savoir est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a des clients, est-ce que vous avez déjà commencé un petit peu à tâter le terrain, on va dire, à voir si vous avez quelques accords de principe. Alors ça va dépendre aussi si vous êtes déjà dans le métier, si vous avez déjà un réseau qui vous permet de commencer votre activité de manière un peu plus sereine. Voilà, donc cette partie étude commerciale, ça va vraiment être de valider que, au-delà de je sais que je vais créer mon projet parce que je sais qu'il y a de la demande, voilà, je sais que j'aurai des clients, ça va être de valider ça sur le terrain. D'accord ? Donc c'est de mettre finalement en adéquation votre projet et la demande du terrain. Ensuite, vous allez avoir l'étude financière.
Donc là, l'étude financière, ça va être de valider que financièrement, votre entreprise, vous pouvez la créer parce que vous allez faire, donc on verra un peu plus tard dans le déroulé de l'intervention, mais vous allez avoir donc un plan de financement, ça va être de combien est-ce que j'ai besoin pour commencer mon activité, ensuite combien ça va me rapporter, et finalement, est-ce que je peux, vous vous rappelez tout à l'heure, on disait est-ce que je peux en vivre de cette activité, donc ça va vous permettre aussi de valider finalement le modèle économique que vous aurez, que vous imaginez. Ok ? Ensuite, le cadre juridique. Donc là, le cadre juridique, ça va être effectivement choisir votre statut juridique. Souvent, c'est une question qu'on se pose tout de suite. On se dit, voilà, quand on a une idée, on va dire qu'est-ce que je vais être en société, en entreprise, quelle forme de société, etc. Alors que finalement, il n'y a pas de statut idéal. Il faudra bien valider les étapes pour pouvoir choisir votre statut. Ensuite, le cadre social. Donc là, la partie sociale, ça va vous dire est-ce que vous êtes travailleur salarié, travailleur non salarié, de quel régime vous allez dépendre, quelles vont être vos cotisations sociales, la protection, etc. Le cadre fiscal, là, ça va être les impôts. Donc, quel type d'impôt est-ce que je paye ? L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, comment est-ce que ça se passe, quels sont les taux, etc. Et puis voilà, une fois que vous avez réussi finalement à répondre à toutes ces questions, ou au moins à vous être posé toutes ces problématiques, vous allez rédiger ce qu'on appelle un plan d'affaires, un business plan. Donc là, c'est le document qui va synthétiser l'ensemble de votre projet de création d'entreprise. D'accord ? Cet outil, ce document, il va vous servir d'abord d'outil pour vous en termes de pilotage, pour savoir vers où vous allez, ce que vous allez faire, les informations que vous aurez. Et puis, ça va aussi être un outil de communication si vous avez besoin de partenaires financiers. Par exemple, si vous avez besoin d'une banque, ou si vous avez fait un prêt d'honneur, ou si vous avez besoin de partenaires financiers. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'apport pour pouvoir faire un effet de levier sur votre apport personnel, etc. Dans ce cas-là, c'est ce document qui permettra de présenter, de formaliser le fonctionnement de votre entreprise. D'accord ? Comment ? C'est votre plan d'affaires. D'accord ? Voilà, c'est finalement l'ensemble de ce qu'on a dit sur l'adéquation au projet, le cadre réglementaire, etc. Ça concourt à créer votre plan d'affaires. D'accord ? Voilà. Donc d'abord, ce qu'on disait sur votre adéquation homme-projet, vous allez avoir donc de multiples compétences. C'est-à-dire que quand vous avez votre projet de création d'entreprise, en général, c'est parce que vous connaissez, vous maîtrisez le cœur, la production, les prestations, le cœur de métier finalement. Simplement, le cœur de métier, c'est pas suffisant pour créer une entreprise. Vous allez avoir d'autres compétences. Donc là, vous avez vendre, communiquer, acheter, piloter, gérer et concevoir et produire. Voilà, donc concevoir et produire, c'est ce que je viens de dire, se dire que là-dessus, vous avez à peu près, généralement quand on crée l'entreprise, c'est parce qu'on a ces compétences. Ensuite, savoir vendre et communiquer, c'est effectivement être chef d'entreprise, ça veut dire aussi savoir calculer ses prix, savoir gagner de l'argent, d'accord ? Ça va être savoir acheter. Savoir acheter, c'est est-ce que j'achète un peu plus quand c'est pas trop cher, quelle marge je vais faire, est-ce que par contre stocker ça coûte de l'argent, etc. C'est ces questions que vous allez vous poser. Okay ? Et ensuite, acheter, piloter, gérer, c'est la même chose. Ça veut dire que je sais que quand je vends, il va falloir aussi savoir comment et dans quelle mesure est-ce que je peux acheter. Et piloter, gérer, ça va être de pouvoir continuer à suivre, définir des outils de pilotage. D'accord ? Donc ça, après, que ce soit vous ou pas qui le faites concrètement dans l'entreprise, il faudra toujours garder en tête que ce sont des éléments essentiels dans le bon fonctionnement et dans la pérennisation de votre projet de création. D'accord ? On peut imaginer, alors je ne sais pas quelles activités et quel type de projet vous avez, mais effectivement, peut-être que tout le monde ne va pas faire sa comptabilité. Peut-être que certains auront un expert comptable. Voilà. Peut-être que certains auront, je ne sais pas moi, quelqu'un qui s'occupera de la gestion administrative, imaginons. Voilà. Dans tous les cas, il faudra toujours que vous pensiez à cette partie gestion. D'accord ? Voilà. Ensuite, sur la partie, connaître votre marché. Donc, connaître le marché, ça va être de se dire finalement, qu'est-ce que j'ai, moi, qu'est-ce qu'il y a comme offre, comme produit, comme service. Donc moi,
qu'est-ce que je vais proposer, d'accord? Essayez de faire des fiches produits, par exemple, d'accord? Ensuite, ça va être votre environnement. Votre environnement, vous allez avoir tout ce qui va être les contraintes réglementaires. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que le statut que vous envisagez de créer, vous pouvez le faire avec l'activité? Peut-être pas. Voilà, il y a des statuts qui sont imposés parfois selon les activités, d'accord? Dans votre environnement, vous allez aussi avoir tout ce qui est l'environnement externe de votre entreprise. Dire, est-ce que vous allez avoir des opportunités? Est-ce qu'il va y avoir des menaces par rapport au secteur dans lequel est-ce que vous choisissez de vous lancer? Par exemple, je sais pas, vous voulez faire de la formation. De la formation, voilà, maintenant, il va falloir avoir une certification. Vous allez passer par des étapes de labellisation, etc. Donc ça, dans votre environnement, il faudra en tenir compte parce que ça peut être, on va dire, un frein par rapport à votre activité. D'accord, voilà. Donc c'est ça quand je disais opportunité, menace. Ou est-ce qu'il va y avoir une déréglementation, je sais pas, de secteur dans lequel vous allez être? Dans ce cas-là, ça peut être une opportunité. D'accord? Voilà. Ensuite, les concurrents. Donc là, vos concurrents, ça va être de savoir qui. Vous allez avoir des concurrents directs et des concurrents indirects. Donc les concurrents directs, ce sont les personnes, les structures qui vont faire exactement la même chose que vous. Et vos concurrents indirects, ce sont ceux qui pourraient être amenés à faire la même chose que vous. Donc là, c'est important de pouvoir les identifier aussi pour savoir justement ce qu'ils font, quels sont leurs prix, comment est-ce qu'ils communiquent. Ce qu'ils communiquent, ça va être de se dire qu'est-ce qu'ils mettent en avant, quelles sont la valeur ajoutée qu'ils font émerger. D'accord ? Ça va être aussi quelle est leur zone géographique d'intervention, la taille des entreprises. Est-ce que c'est une entreprise ancienne? Quel est son chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a des salariés, pas de salariés? Quel est son effectif moyen, etc. D'accord ? Tout ça pour vous permettre aussi, vous, de vous positionner par rapport à l'ensemble de vos concurrents. OK ? Et puis, vous allez avoir votre clientèle. Donc, votre clientèle, ça va être de savoir, effectivement, vous pouvez avoir un super projet, vous n'avez pas de concurrents, mais s'il n'y a pas de clients, ça va être compliqué. D'accord. Donc, dans ce cas-là, votre clientèle, ça va être de comprendre ses attentes. Ça va être de comprendre pourquoi est-ce qu'elle pourrait consommer, pourquoi est-ce qu'elle pourrait acheter votre prestation, votre service, ce que vous allez vendre finalement, le produit que vous allez vendre. Okay. Donc là, pour cette clientèle, vous pouvez faire, par exemple, vous allez faire des guides d'entretien, c'est-à-dire pour comprendre leur mode de consommation, quels sont les freins qu'ils ont par rapport à votre projet, quels sont au contraire, qu'est-ce qui va faire que vous avez un point d'appui par rapport à ce que vous faites, pourquoi pas, d'accord ? Et puis vous pouvez aussi avoir l'observation, pareil, si vous avez vous reprenez, ça peut être là je parle de création, mais c'est la même chose pour la reprise. Hein. Si vous reprenez un fonds de commerce, si vous avez un local, ça va être de se dire quelle est l'activité, combien est-ce qu'il y a de personnes qui passent, quel est le panier moyen, etc., etc. D'accord ? De manière à finalement pouvoir quantifier la clientèle. Parce que votre étude de marché, ça va vous permettre aussi d'estimer votre chiffre d'affaires. D'accord ? En fonction des informations que vous aurez, justement sur les paniers moyens, sur le nombre de concurrents, sur les prix de vente. OK ? Et donc tout ça, ça va vous permettre donc d'identifier ces 4 grands pôles d'information. Ça vous permettra donc de définir votre positionnement. Donc vous définir votre positionnement, ça va être de dire finalement, moi, qu'est-ce que je vais avoir en termes de prix, en termes de prestations, en termes de communication et en termes de canaux de distribution. D'accord ? Et surtout, comment est-ce que vous vous différenciez des autres ? Est-ce que vous vous démarquez ou pas ? Et si vous vous démarquez, sur quoi vous vous démarquez ? D'accord ? Qu'est-ce qui va faire que mon client va acheter ? Okay ? Ensuite, ça va aussi être de fixer vos chiffres d'affaires. Donc là, c'est ce que je disais, notamment par rapport à l'estimation de votre clientèle. Okay ? Voilà. Essayez toujours de faire en sorte que votre chiffre d'affaires il soit basé sur votre étude de marché et non pas uniquement sur vos chiffres. En vous disant, j'ai tant de charges, donc si je fais un peu plus de chiffre d'affaires, dans ce cas-là, ça passera. C'est pas un bon calcul. D'accord ? Traduisez ça en chiffres liés à votre étude de marché. Okay ? Et ensuite, donc, en fonction de cette étude de marché, vous allez avoir 3 possibilités. Soit vous allez abandonner votre projet, alors ce que je ne vous souhaite pas, mais à la limite, il vaut mieux s'en apercevoir avant. Donc pour vous dire, finalement, il n'y a effectivement pas assez de demandes, ou il y a trop de concurrents, la concurrence est trop forte et trop dense, pourquoi pas. Soit ça va être un recadrage.
Le recadrage, ça va être, vous allez affiner un petit peu peut-être votre offre, vos produits, au regard de l'étude que vous aurez faite. Soit au contraire, dans ce cas-là, c'est ce que je vous souhaite, c'est que votre étude de marché vous permette de valider le projet de création ou de reprise d'entreprise. D'accord ? Ensuite, voilà, donc pour faire votre étude de marché, vous avez différentes sources d'informations. Donc vous avez les informations économiques, donc l'INSEE, la CCI, la Chambre des métiers, les syndicats, l'AFE, ça c'est le site internet qui vous permet d'être, tout le parcours de création de reprise. Vous allez avoir aussi des enquêtes auprès des fournisseurs, donc savoir quels sont le prix d'achat, les conditions financières, les règles de la profession, quand est-ce qu'on vous paye, est-ce que c'est à 30 jours, quand est-ce que vous devez payer, etc. Les enquêtes auprès des clients, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à votre étude les questionnaires, les guides d'entretien, l'observation aussi. Et puis, vous allez avoir auprès des concurrents, donc là c'est l'étude de votre concurrence. Ok ? Ensuite, la partie étude financière. Donc là, vous voyez que vous avez 3 documents. Vous allez avoir votre plan de financement. Le plan de financement, c'est combien ça me coûte de créer mon entreprise. Voilà. Donc combien ça me coûte. Vous allez avoir l'ensemble de l'immatriculation, s'il y a des formations, s'il y a les premiers frais au démarrage, les logiciels, le matériel, le mobilier, tout ce que vous allez devoir payer au début. Donc là, essayez d'être le plus exhaustif possible pour avoir un besoin global par rapport au projet de création. Ensuite, vous allez avoir votre compte de résultat prévisionnel. Donc le compte de résultat prévisionnel, c'est finalement combien est-ce que je vais gagner. Voilà, ça va être quel est mon chiffre d'affaires que vous avez identifié par rapport à votre étude de marché, et puis quelles sont mes charges. La différence entre les deux, est-ce que je suis en bénéfice ou est-ce que j'ai une perte. D'accord. Et puis enfin, le plan de trésorerie. Donc là, le plan de trésorerie, ça va être de vous dire finalement qu'est-ce que j'ai sur mon compte bancaire. Okay. Qu'est-ce qui me reste réellement. Okay. Donc là, les 3 documents, pareil, ça fait partie de votre plan, votre modèle économique, votre plan d'affaires de démarrage qu'on disait tout à l'heure. Donc là-dessus, voilà. Donc là, vous avez votre plan de financement. Donc vous voyez, vous avez le plan de financement, c'est 2 grandes catégories d'informations. Vous allez avoir les besoins et les ressources. Voilà. Donc les besoins, c'est tout ce dont vous avez besoin pour démarrer. Donc là, c'est ce qu'on disait sur vos investissements, avec tout ce qui va être le local, le matériel, l'agencement, l'installation, si vous avez besoin de logiciels, etc. Tout ça, ça rentre là-dedans. Okay. Et puis, vous allez aussi avoir besoin fonds de roulement et la trésorerie. Donc là, ça va être le stock, ça va être les premières dépenses. Souvent, au démarrage, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie, on va les confondre. Tout simplement, c'est de se dire, ça va être d'anticiper les décalages de paiement. C'est de se dire finalement, moi au démarrage, combien est-ce qu'il va falloir que j'ai sur mon compte pour pouvoir couvrir les premières charges de l'entreprise alors que les clients ne m'ont pas encore payé. Donc par exemple, il va falloir que je paye mes fournisseurs, il va falloir que je paye, mon assurance, un peu de loyer, etc., etc. D'accord ? Et donc tout ça, c'est ce qui va constituer votre besoin en fonds de roulement. Donc après, le besoin en fonds de roulement, ça peut être sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépendra de l'activité. Ok ? Voilà. Surtout, ce besoin en fonds de roulement, cette trésorerie, c'est le vrai niveau en termes de besoins financiers de votre entreprise. D'accord ? Ne le sous-estimez pas, tout simplement parce qu'ensuite, vous risquez de vous trouver en difficulté par rapport à votre trésorerie. Ok ? Voilà. Et puis donc en face, vous allez avoir les ressources. Donc les ressources, ça va être, on va dire, 2 grandes catégories. Vous allez avoir votre apport personnel, donc ce que vous pouvez mettre dans l'entreprise, dans la société, dans votre projet. Et puis, vous allez avoir les emprunts. D'accord ? Sachant que votre apport, voilà, on vous dit qu'un apport personnel est une condition préalable à toute demande de financement. Effectivement, si vous n'avez pas d'apport personnel, si vous allez voir une banque, pourquoi est-ce qu'elle vous ferait confiance alors que vous mettez rien dans la société ? D'accord ? Donc voilà, déjà avoir un apport. Après, sur le pourcentage d'apport, ça, on peut discuter en termes de projet. Simplement, au moins avoir un apport, ça concrétise, ça montre l'investissement, l'implication que vous avez dans votre projet de création d'entreprise. Ok ? Voilà. Donc pareil, ça, ne sous-estimez pas. Et donc ensuite, les besoins doivent être égaux aux ressources, forcément.
Voilà. Deuxième document, donc ce qu'on disait, c'était votre compte de résultat. Donc là, le compte de résultat, c'est combien rapporte mon projet. Donc combien rapporte mon projet, ça va être d'un côté toutes les charges. Donc les charges et toutes les dépenses que vous allez avoir au fil de l'année, qui sont récurrentes. D'accord ? Donc là, ça va être l'eau, le gaz, l'électricité, votre assurance, vos frais de déplacement, voilà, tout ce que vous allez avoir. Okay ? Les achats, vos rémunérations, les charges sociales, etc., etc. D'accord ? Et puis en face, vous aurez les produits. Donc là, votre chiffre d'affaires. Okay ? Donc le chiffre d'affaires lié à votre étude de marché. Okay ? Essayez de segmenter le chiffre d'affaires de manière à avoir une idée précise de ce que chaque segment, chaque clientèle, chaque produit, est-ce que ça va être de l'achat-revente, est-ce que ça va être de la prestation, va vous permettre de générer en termes de chiffre d'affaires. Okay ? Et donc ensuite, vous aurez la différence. Voilà. On fait le chiffre d'affaires moins les charges. Bon, soit il est positif, dans ce cas-là, vous avez un bénéfice, soit il est négatif, et dans ce cas-là, il y a une perte. D'accord ? Voilà. Donc, alors, il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires et votre bénéfice. Effectivement, le chiffre d'affaires, on est bien d'accord que vous enlevez les charges. Donc, ce n'est pas vraiment ce que vous avez dans la poche, ce n'est pas vraiment ce que vous gagnez. Okay ? Ensuite, là, c'est votre plan de trésorerie. Donc, le plan de trésorerie, ça va être finalement le reflet de votre compte bancaire, si vous voulez. Ça va être de se dire, moi, combien est-ce que j'encaisse, combien est-ce que je décaisse réellement au fil des mois. Okay ? Donc, vous voyez que votre plan de trésorerie, alors il est organisé autour de deux grandes parties. Vous avez d'un côté l'ensemble des encaissements, des décaissements. Et puis ensuite, de l'autre côté, vous avez tous les mois de l'année. Donc là, vous n'en avez que 3, mais on est d'accord que vous allez jusqu'au 12e mois. D'accord ? Et donc, ce plan de trésorerie, ce budget de trésorerie, il vous permettra aussi, quand vous allez le faire, de valider que votre besoin en fonds de roulement, vous vous rappelez ce qu'on disait, a bien été estimé. D'accord ? Parce que si vous vous rendez compte que déjà, à partir du, premier ou deuxième mois, vous êtes dans le rouge, c'est peut-être simplement que vous avez mal estimé votre trésorerie au démarrage. D'accord ? Voilà. Donc, ces documents, vous ne pourrez pas les faire d'une seule fois, d'un seul coup, finalement. Vous allez être obligé de revenir dessus et de les affiner petit à petit. OK ? Voilà. Et donc, cette trésorerie, voilà, si c'est au démarrage, ça peut être une question de besoin en fonds de roulement. Après, dans la vie courante de votre entreprise, si vous êtes en négatif, ça peut aussi être des décalages de paiement, un fournisseur, des clients qui mettent plus de temps à vous payer. C'est pour ça aussi que, tout à l'heure, je vous disais, les clients, définissez bien votre type de clientèle. Parce qu'ils n'ont pas tous le même mode de fonctionnement, les mêmes modes de règlement. Aujourd'hui, vous travaillez un particulier, il va vous payer immédiatement. Vous travaillez avec un professionnel, il vous paiera peut-être à 30 jours. Avec une collectivité, encore plus. D'accord ? Donc finalement, si vous étiez parti en vous disant « Moi, tous mes clients, je vais avoir 100% de clients particuliers qui me payeront immédiatement », votre trésorerie, peut-être que ça passait. Mais vous avez une opportunité pour travailler avec un professionnel qui lui vous payera à 30 jours, et dans ce cas-là, vous risquez de vous trouver avec des décalages. Okay ? C'est pour ça, essayez toujours de bien estimer le pourcentage de clients que vous allez avoir, professionnels, particuliers, de la sous-traitance, etc. D'accord ? Ensuite, voilà. Donc là, 2 éléments par des conséquences. Donc ça va être la TVA et puis l'écart, voilà, les délais, les décalages de paiement entre vous, vos fournisseurs et vos clients. Ensuite, le cadre juridique, fiscal et social. Donc là, effectivement, c'est les différentes questions que vous allez vous poser. Sachant qu'il n'y a pas de forme juridique idéale. Ça veut dire que même si votre voisin a créé la même activité que la vôtre, ce n'est pas parce qu'il a choisi la société en SAS que pour vous, ce sera la SAS qui vous convient. D'accord ? Posez-vous bien vos propres questions. Donc d'abord, le pouvoir de décision, effectivement, qui sera décisionnaire dans la structure ? Ensuite, la nature de l'activité, donc quelle activité je vais avoir, notamment en fonction, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a certains statuts qui vont être interdits en fonction des activités que vous ferez. La taille de l'entreprise, son développement, la protection de son patrimoine. Donc, est-ce qu'il y a une séparation des patrimoines ? Est-ce qu'il y a une confusion des patrimoines ? Le régime social et fiscal, donc auprès de qui est-ce que je vais payer mes charges sociales ? Quel type d'impôt je vais avoir ? Impôt société, impôt sur le revenu ? Et ensuite, ma situation personnelle. Donc effectivement, quand vous choisissez votre statut juridique, vous allez toujours
considérer votre foyer fiscal global. Okay. Donc là-dessus, maintenant on va voir les différents statuts, les différentes formes juridiques. Donc vous partez seul ou à plusieurs. Donc si vous partez seul, vous avez l'entreprise individuelle. Donc avec l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, le micro-entreprise et la micro-entreprise à responsabilité limitée. Et si vous êtes à plusieurs, dans ce cas-là, c'est des sociétés. Vous avez donc, si vous créez une société tout seul, vous avez donc EURL et la SASU. Et si vous êtes à plusieurs, vous avez donc la SARL, la SAS, la SA, voilà, il y en a plein d'autres. Ok ? Donc maintenant, on va voir les caractéristiques de chacune d'entre elles. Donc d'abord, la personne physique, donc en nom propre. Donc là, c'est l'entreprise individuelle. Donc ces caractéristiques, c'est une seule personne. Il n'y a pas de capital social, votre apport uniquement. Ensuite, c'est des responsabilités indéfinies sur mes possibilités donc de protéger votre patrimoine avec une déclaration d'insaisissabilité. Les décisions, c'est vous qui les prenez, c'est vos... Oui. Oui. On va le voir après, d'accord ? Je finis la présentation, puis après je serai à votre disposition pour répondre à vos questions si vous voulez. D'accord ? Voilà. Parce qu'on est un peu limité en temps. Et voilà, j'ai jusque 10 heures, donc je me dépêche un peu. D'accord ? Mais je suis disponible après pour les questions. Donc, j'en étais, voilà. Donc, les décisions, donc c'est effectivement le chef d'entreprise, puisque vous êtes tout seul à représenter la structure et à prendre des décisions. Le bénéfice, donc, c'est soumis à l'impôt sur le revenu. Et les charges sociales, pareil. La base de calcul, c'est donc le bénéfice, puisque ce que vous avez gagné dans une entreprise individuelle, ce qui est considéré comme votre revenu, c'est bien ce que l'entreprise a gagné. OK ? Après, on passe aux sociétés. Donc, la personne morale, donc là, c'est les sociétés. Donc EURL, SARL. Là, vous avez donc EURL, vous êtes tout seul. Quand vous êtes en SARL, vous êtes 2, jusque 100 maximum. Ensuite, vous fixez librement votre capital social. Simplement, fixer son capital social, effectivement, on va vous dire que vous pouvez créer une société à 1 euro. N'oubliez pas que le capital social, c'est ce qui va apparaître sur vos documents, etc. Donc, c'est aussi un terme de crédibilité. Si moi, je suis fournisseur et que je vois SARL au capital de 3 euros, bon, je ne sais pas si je ferai vraiment confiance. Voilà. Ensuite, donc les responsabilités limitées aux apports, alors, sauf en cas de faute de gestion. Ensuite, il y a une assemblée générale, donc obligatoire, et l'imposition. Donc, vous pouvez en URL soit être imposé au revenu, soit à l'impôt sur les sociétés. Et quand vous êtes en SARL, c'est l'impôt sur les sociétés. OK ? Et là, donc c'est peut-être ça la question que vous allez avoir la réponse. Donc, deuxième grande famille, on va dire, de sociétés, ce sont donc la SASU et la SAS. Donc là, pareil, quand vous êtes en SASU, c'est une espèce d'équivalent de URL, vous êtes une seule personne. En SAS, vous êtes à plusieurs. Le capital, pareil, vous le fixez librement. Les statuts, c'est vous qui les rédigez. Alors, il y a une grande souplesse dans les statuts dans les statuts de SAS et de SASU. Les responsabilités, donc limitées aux apports. Les décisions sont prises, donc président ou directeur général. Là, dans ce cas-là, vous êtes assimilé salarié, contrairement à l'EURL. On va le venir dessus après. L'Assemblée générale, pareil, obligatoire. Et l'imposition sur les bénéfices, là, pour le coup, c'est que de l'impôt sur les sociétés. OK ? Ensuite, les modes d'imposition de l'entreprise. Donc, vous avez 2 modes de fonctionnement. Vous avez d'un côté le réel et ensuite le régime de la micro-entreprise. Donc le réel, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions en termes de chiffre d'affaires ni rien du tout. Les principes, ça va être. Donc d'abord, vous avez votre chiffre d'affaires au réel, moins les charges réellement. Donc vous allez vraiment déduire les charges et vous serez imposé sur le résultat. D'accord ? Et vous serez soumis à TVA. Vous ferez payer la TVA, vous la récupérez, vous la payerez et vous devrez la rendre. D'accord ? L'autre mode de fonctionnement, c'est la micro-entreprise. Donc la micro-entreprise, par contre, là, vous avez des seuils en termes de chiffre d'affaires. Donc en termes de prestations, c'est 33 200 et en termes d'achat-revente, c'est 82 800. Voilà. Alors si vous faites les deux, c'est pas plus. C'est 82 800, dont les 33 200 de prestations de services.
D'accord? Voilà, donc ça vous réduira finalement le seuil de chiffre d'affaires maximum de l'achat-revente. OK? Puisque vous aurez de la prestation qui grèvera une petite partie. Ensuite, donc là, pour le coup, le principe, donc vous n'êtes pas au réel, ça va être un principe d'abattement forfaitaire. Dire qu'on ne va pas considérer, ça va être les impôts, ne vont pas réellement considérer le poids de vos charges dans l'entreprise. Ça va être de se dire, moi aujourd'hui, j'ai un abattement forfaitaire. J'ai un abattement forfaitaire de 71% quand je suis en achat-revente, j'ai un abattement forfaitaire de 50% quand je suis en prestation de service et de 34% quand je suis sur activité libérale. D'accord ? C'est-à-dire que quand j'ai 100 € de chiffre d'affaires en achat-revente, on va considérer qu'en fait, je n'ai gagné que 290 €. D'accord ? Voilà. Tout simplement parce que on va considérer que j'ai eu 71% de charge, que ce soit vrai ou faux. D'accord ? Donc l'objectif dans une micro-entreprise, ça va être finalement de réduire au maximum vos charges. D'accord ? De manière à ne pas dépasser cet abattement forfaitaire. Sinon, vous risquez d'être imposé sur un montant que vous n'aurez pas perçu, que vous n'aurez pas gagné. OK ? Donc même sur une micro-entreprise, on parle de micro-entreprise, c'est pas pour autant que ça ne nécessite pas de prévoir le projet. D'accord ? Parce que la micro-entreprise n'est pas forcément intéressante et n'est pas forcément rentable, on va dire, pour toutes les activités. D'accord ? Et donc là, vous avez la franchise de TVA. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas récupérer la TVA et vos clients ne pourront pas que vous facturez et vos clients ne pourront pas la récupérer non plus. OK ? Donc là, pensez à vos types de clientèle. Aujourd'hui, un client particulier, lui, la TVA, il la paye. Si vous allez faire vos courses, vous pouvez toujours demander à ce qu'on vous rembourse la TVA, il ne se passera pas grand-chose. D'accord ? Donc, une micro-entreprise pour un particulier, il n'y aura pas grand changement. Par contre, pour les professionnels, pensez eux, ils sont peut-être soumis au réel, donc ils récupéreront la TVA. D'accord ? Donc, en termes de type de clientèle, de projet, réfléchissez à ça. OK ? Ensuite, le statut social. Donc là, le statut social, vous avez deux grandes familles. Vous avez les travailleurs non salariés, donc qui dépendent du RSI. Alors, aujourd'hui, après, on verra. Et puis, vous avez, dans tous les cas, il y aura des charges sociales à payer, donc voilà, ça ne disparaîtra pas. Et vous avez les personnes qui sont assimilées salariées. Donc, pour les personnes qui sont travailleurs non salariés au RSI, donc ce sont celles qui sont en entreprise individuelle, en URL, en gérance majoritaire de la SARL, et ceux qui sont en entreprise individuelle et en micro-entreprise. Voilà. Donc le principe, c'est 46%, voilà, grosso modo 46% du revenu ou du bénéfice. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous versez 1000, imaginons vous êtes en société, là vous êtes en URL, vous versez 1000 €, il faudra en verser 46% en plus au RSI. D'accord ? Donc ça, pareil, dans votre prévisionnel, il faut le prévoir. D'accord ? Voilà. Le principe, quand je suis en travailleur non salarié, ça va être que le RSI va travailler par acompte provisionnel et ensuite régularisation. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand vous allez commencer votre activité, vous ne savez pas combien vous allez gagner. Le RSI va vous dire, écoutez, quand vous savez, vous me dites, non, il va commencer par vous faire un appel à cotisation qui vous permettra de couvrir une partie des charges sociales. Et puis quand vous aurez réellement l'année 2, combien vous avez gagné avec vos documents comptables à l'appui, dans ce cas-là, le RSI vous fera une régularisation sur ce que vous auriez dû payer, moins ce que vous avez déjà payé en acompte provisionnel, etc., etc. D'accord ? Ensuite, vous avez l'entreprise individuelle, donc la micro-entreprise, où là, vous pouvez choisir le micro-social. Donc là, le micro-social, ça ne va pas être sur une question de bénéfice ou sur du revenu. La base de calcul, ce sera le chiffre d'affaires. Okay, quand je suis en micro-entreprise, tous les calculs sont faits sur le chiffre d'affaires. Okay, c'est la seule. Sinon, les sociétés, les autres structures, ça n'est jamais fait sur de chiffre d'affaires. Okay, c'est une petite particularité. Donc là, le micro-social, donc vous allez avoir... Donc là, c'est le pourcentage, pareil, de charges sociales. Donc 13,1 si c'est de l'achat-revente, 22,7 si c'est de la prestation de service et 22,5 si vous êtes en profession libérale, qui relève de la CIPAV. Okay. Et là, c'est bien un pourcentage de chiffre d'affaires. D'accord ? Hop. Et pardon, je suis allée trop vite. Il y a, donc pour les personnes qui sont assimilées salariées, donc là, ça sera SAS et SASU.
Dans ce cas-là, donc gérance majoritaire, SARL égalitaire. Donc là, vous avez des charges patronales et des charges salariales. D'accord ? Puisque vous êtes assimilé salarié. Donc là, vous dépendez du régime général et plus du RSI, comme pour ceux qui sont non salariés. OK ? Ensuite, la micro-entreprise. Donc là, on va faire un petit zoom là, sur la micro-entreprise. Donc, vous avez micro-entrepreneur, ça ne veut pas dire que c'est une sous-entreprise ni rien. Vous avez les mêmes obligations en termes d'assurance, en termes de qualification que n'importe quelle autre structure. Ensuite, donc, vous avez un stage de préparation obligatoire pour les artisans, l'immatriculation obligatoire, pareil, que ce soit artisanat, enfin en commerce ou artisanat. Et là, donc les taux de charge, voilà, c'est ce qu'on disait, les 13,1. Et vous avez la possibilité, tout à l'heure on parlait de l'impôt sur le revenu, vous vous rappelez ? Vous avez la possibilité en micro-entreprise de choisir donc le régime donc, du micro-fiscal. C'est-à-dire que vous allez payer un pourcentage supplémentaire de votre chiffre d'affaires qui vous permettra de couvrir votre impôt à la fin de l'année. D'accord ? Donc il est de 1% en achat-revente, 1,7% en prestation de services et 2,2% quand vous êtes en activité libérale. Okay. Si vous payez ce petit pourcentage supplémentaire, c'est comme si vous aviez payé votre impôt sur le revenu au fil de l'année. D'accord ? Donc à la fin de l'année, quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous ne serez pas de nouveau imposé. Hein. Voilà. Le RSI et les impôts se parlent. Donc c'est comme vous avez payé à la source, quoi, finalement. Presque. D'accord ? Ensuite, donc vous avez la contribution à la formation professionnelle. Donc là, égale donc un pourcentage pareil du chiffre d'affaires, hein, puisque je vous disais que tout était calculé sur le chiffre d'affaires pour une micro-entreprise. Donc là, vous avez donc pour les commerçants donc 0,1%, pour les artisans 0,3% et donc les professions libérales 0,2% du chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez la taxe pour les chambres consulaires. Donc pareil, achat-revente, vous avez donc là les différents taux. Et vous avez la cotisation foncière des entreprises. Voilà. Donc la cotisation foncière des entreprises, là, je n'ai pas de chiffres, parce que ça va dépendre de l'implantation. Vous êtes implanté, en fait. D'accord ? Donc ça, il faut voir directement avec les communes. OK ? Ensuite, donc les différentes aides auxquelles vous pouvez demander, mais qui ne sont pas automatiques, hein, ce n'est pas un dû. Voilà. Donc vous avez les aides donc, qui sont liées aux porteurs de projets. Donc ça peut être par exemple l'ACRE, l'exonération partielle des charges sociales. Vous pouvez avoir l'ARS. Donc là c'est avec le Pôle emploi en fonction si vous êtes indemnisé par le Pôle emploi. Vous pouvez avoir par exemple la GFIP. Donc ça c'est pour les personnes qui sont reconnues personnes handicapées. Ensuite, ça peut être des aides qui sont liées à l'embauche, liées à l'activité. Donc, si vous embauchez, il peut y avoir des primes, enfin des subventions en fonction des embauches que vous faites. Ça peut être des aides qui sont liées au territoire. Par exemple, vous allez avoir, si vous êtes sur une commune rurale, vous pouvez avoir des communautés de communes qui vont donner des subventions pour qu'il y ait une implantation, pour qu'il y ait une redynamisation d'un commerce ou d'une épicerie. C'est la dernière épicerie du village, imaginons. Dans ce cas-là, il peut y avoir aussi des aides. Donc là, pour le coup, il faut aller directement vous solliciter les communes, les communautés de communes, etc. Et puis, il peut y avoir des aides qui sont liées au financement. Donc là, les aides qui sont liées au financement, ça peut être des prêts d'honneur. Par exemple, vous avez Initiative Beaujolais, vous avez le réseau Entreprendre, il peut y avoir différents dispositifs qui sont des prêts d'honneur, donc qui vont être des prêts qui vous sont faits à vous personnellement et qui vous permettent d'avoir un effet de levier sur votre rapport personnel généralement. D'accord ? Donc là, pareil. Votre plan d'affaires dont on parlait tout à l'heure, je vous disais, c'est un document de communication, c'est un document qui va vous permettre de présenter votre projet, de l'argumenter, de le rendre finalement crédible, faisable, réalisable, viable. Ça vous sert aussi pour tout ce qui est les montages d'aide, pour les demandes d'aide. D'accord ? Voilà, donc là on vous dit, il vous convient de faire une demande motivée avant la création d'entreprise et l'accord intervient après. Ensuite, hop. Donc pour tout ce qui va être pour vous former, vous informer, donc là vous allez avoir donc sur la CCI, donc il y a un stage et 5 jours pour entreprendre.
Donc là, l'objectif, c'est de vous permettre de valider votre projet, de vous aider à l'accompagnement du montage de votre business plan. Donc c'est des stages qui sont en groupe. Vous êtes plusieurs, voilà. Et donc c'est acquérir les connaissances de la bonne conduite de votre projet, de valider vos produits et puis aussi votre idée, voilà, vos produits en termes de vente, de prestations. Et puis ça va aussi être de pouvoir échanger avec d'autres, voilà, qui ont peut-être d'autres expériences, qui ont du partage finalement d'expériences ou d'autres idées, ou vous permettre de pouvoir voilà, sortir peut-être un peu la tête du guidon, de pouvoir avoir d'autres critiques. Alors quand je dis critique, c'est constructif, c'est pour vous aider aussi, vous poser des questions que peut-être vous n'étiez pas posées. Okay. Donc là, après, en termes de coûts, faut voir directement avec l'espace formation de la CCI. Après, il peut y avoir des prises en charge qui sont faites par le Pôle emploi, ou si vous avez encore un peu de crédit formation, ou ce type de dispositif. Et donc la durée, c'est 35 heures. Donc en fait, c'est du lundi au vendredi. Et vous avez donc des intervenants externes. Vous avez des intervenants de la Chambre de commerce. Vous avez des intervenants externes. Alors ça va être expert comptable, ça va être des professionnels, experts comptables, ça peut être un assureur, ça va être une banque, voilà, de manière à répondre vraiment concrètement à votre projet. Et ce stage, il est facultatif pour les commerçants. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on disait que le stage de préparation à l'installation était obligatoire pour les artisans. Ce stage, vous pouvez le faire volontairement. On ne vous le demandera pas au moment de l'immatriculation. D'accord ? Mais ça permet aussi de pouvoir valider votre projet. Ensuite, vous allez avoir donc le centre de formalité des entreprises. Donc là, c'est une fois que vous allez être, vous êtes prêt, vous avez bien validé votre projet, vous savez ce vers quoi vous voulez aller, vous avez identifié, vous avez fait votre étude de marché, vous avez fait votre prévisionnel, vous savez combien vous allez gagner, que votre besoin pour vivre vous permettra. Alors, vous ne tomberez jamais exactement sur les mêmes chiffres dans la vraie vie de votre entreprise, mais au moins vous avez une idée globale de ce que vous pouvez faire. Donc là, vous allez venir vous immatriculer. Donc vous allez aller sur le centre de formalité des entreprises. Donc là, pareil, c'est à la CCI, vous avez un service spécifique là-dessus. Et donc, vous allez faire, c'est là où vous allez donc compléter, vous allez faire la démarche de création. Et ensuite, c'est là aussi où vous allez pouvoir demander l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'exonération partielle des charges sociales. Vous pouvez le demander donc au démarrage, quand vous vous immatriculez. Et sinon, vous avez 45 jours maximum après l'immatriculation pour en faire la demande. Ok, voilà. Au-delà, ça sera plus possible. Donc voilà, l'idéal, c'est de pouvoir le faire directement au moment de l'immatriculation, comme ça vous êtes tranquille. Tout a été, le CFE transmettra les documents et puis vous êtes garanti, vous avez la garantie là-dessus. Ensuite, donc ça va être les demandes d'autorisation, donc ça peut être le guichet unique. Et ensuite, le CFE, lui, va transmettre votre déclaration, votre immatriculation à l'ensemble des autres structures qui vous permettront, donc là vous avez donc la direction du travail, l'URSSAF, le greffe du tribunal, le répertoire des métiers aussi, pourquoi pas, l'INSEE, tout ce qui va être les caisses maladies. Donc là vous voyez le RSI, la CIPAB, la MSA, en fonction si vous êtes donc indépendant, profession libérale ou agricole. La direction donc départementale des finances publiques, voilà. Donc toutes les déclarations seront faites. C'est-à-dire que vous faites une seule démarche, vous allez au CFE et ensuite c'est le CFE qui se charge de transmettre et de faire les déclarations auprès des organismes. Ensuite, donc pour ce qui est l'ACRE, donc on en parlait, je vous disais que ça va être sur l'exonération donc partielle de vos charges sociales. Donc là, ça va être sur la micro-entreprise et uniquement pour les micro-entrepreneurs. Vous allez avoir des taux de charges sociales qui vont être dégressifs pendant les 3 premières années. Et après, vous retombez la 4e année, vous êtes sur le taux normal. Okay. Donc les taux de cotisation, donc vous voyez que vous avez à chaque fois achat-revente, prestations et profession libérale qui sont bien distingués. Donc là, vous allez avoir, donc pour la première année, quand vous êtes en achat-revente, vente de marchandises, vous allez être à 3,3. Ensuite, deuxième année, 6,8. Et ensuite, 9,9. Et après, vous retombez
sur le taux classique des 13%. D'accord. Ensuite, en prestation, vous allez avoir 5,7, 11,4, 17,1 et après, de nouveau, vous retombez sur les 22% normal finalement. Enfin, de classique, de manière normale. Et ensuite, les activités libérales. Donc pareil, 5,7, 11,3 et 16,9. Et après, de nouveau, les 22% des taux classiques. D'accord ? Voilà. Donc là, effectivement, l'ACRE, alors tout le monde n'y a pas le droit, il faut compléter, vous êtes éligible en fonction de votre situation, c'est pas du tout en fonction du projet. C'est-à-dire que si vous êtes éligible, vous répondez à une catégorie de personnes, vous êtes demandeur d'emploi, je sais pas, indemnisé ou inscrit 6 mois au cours des 18 derniers mois, voilà. Dans ce cas-là, vous avez le droit à l'ACRE. Ok ? Ensuite, donc, assurer la pérennité de son entreprise. Donc, ça va être bénéficier d'un accompagnement individuel sur mesure à des tarifs préférentiels. Donc là, effectivement, vous avez 2 possibilités. Donc, avant de vous lancer, donc là, ça va être donc à la SCCI du Beaujolais, vous allez avoir 2 modes de fonctionnement, on va dire. Vous avez soit un dispositif qui s'appelle « Je lance mon projet ». Ça va être un accompagnement d'une dizaine d'heures. Donc là, c'est gratuit parce que c'est financé en partie par la région, par l'Europe, etc. Donc là, c'est une dizaine d'heures d'accompagnement pour vous aider justement à monter votre projet, d'accord, à établir votre business plan. Donc la partie études de marché, études financières, etc., statut juridique, etc. D'accord ? Ensuite, donc ça c'est la première partie, donc 10 heures, à peu près 10 heures d'accompagnement gratuite fait par la CCI. Et puis sinon, si vous n'avez pas besoin vraiment de 10 heures d'accompagnement, vous pouvez avoir des consultations, donc là qui durent de 1 heure. Alors 1 heure c'est 60 € jusque 2 à 3 heures, donc là c'est 120 €, où c'est pour répondre directement à une problématique que vous avez. Ça peut être, je sais pas, une problématique en termes de réglementation, ça va être ou revoir les différents statuts juridiques, voilà, mais ça ne nécessite pas d'avoir un accompagnement long. D'accord ? Voilà. Ensuite, donc pendant votre activité, donc là ça va être la mise en place et donc les suivis de tableau de bord, votre organisation, la politique commerciale. Donc là c'est pareil, il y a des services à la chambre de commerce qui vous permettent d'avoir des accompagnements donc spécifiques pour, je sais pas, une approche en termes de ça va être quoi ? Un diagnostic numérique, un diagnostic en termes de communication, ça va être un appui financier, pourquoi pas. Voilà. Là, souvent, vous avez aussi vos experts comptables qui vous accompagnent. Voilà. Et faites attention donc au démarchage abusif, puisque vous allez vous rendre compte, alors pas encore parce que vous n'êtes pas immatriculé, mais quand vous allez vous immatriculer, vous allez donc rendre officiel votre nom, l'entreprise, etc. Donc là, vous allez recevoir beaucoup de publicités, d'informations qui paraissent tout à fait obligatoires, un caractère réglementaire et qui pour autant ne sont pas du tout obligatoires à payer. D'accord ? Donc là, lisez bien toutes les petites lignes qui sont écrites en gris clair sur du blanc, voilà, où c'est marqué que c'est non obligatoire, que c'est une offre facultative et commerciale, etc. Donc si vous avez un peu d'argent à perdre, faites vos chèques, sinon prenez un peu de temps pour lire les petites lignes et puis ne les payez pas. Voilà. Et si jamais vous avez un doute, pareil, vous pouvez toujours appeler votre expert comptable qui vous dira si c'est à payer ou pas. Parce que lui, il a l'habitude de les voir passer. Voilà. Et donc après, vous allez avoir quelques coordonnées, on va dire, de structures. Voilà, donc vous avez forcément la Chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais, donc avec les différents secteurs, donc l'accueil, la création et la transmission. Ça va être la transmission d'entreprise, les formalités. Voilà, vous avez là, c'est tout ce qui est finalement au démarrage de votre entreprise. Donc c'est à l'espace entreprendre. Ensuite, il peut y avoir un centre de gestion agréé. Vous avez donc la Chambre des métiers, Initiative Beaujolais. Donc là, c'est pour tout ce qui va être les prêts d'honneur dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc le prêt d'honneur qui va donc chez Initiative Beaujolais, c'est de 7 500 à 30 000 €. Donc là, pareil, ayez bien votre... donc selon critères d'éligibilité, effectivement, ils ne financent pas tous les projets à la hauteur que vous voulez. Ce n'est pas vous qui décidez du montant qu'ils vous prêtent. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est aussi intéressant parfois de proposer de monter votre projet pour avoir un regard extérieur. Voilà. Après, vous avez Créacité. Donc là, c'est une pépinière d'entreprise.
Donc ça va être une possibilité pour avoir, d'avoir un local à prix, à coût, avec un loyer réduit finalement. Et puis aussi de bénéficier d'échanges de la vie d'une pépinière finalement, avec l'échange entre les autres chefs d'entreprise. Voilà. Donc il y a Créacité et puis il y a Icité pour tout ce qui va être la partie plutôt numérique. Voilà. Donc c'est les deux grandes pépinières. Voilà.